Ce matin, nous recevons un conseiller de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication du Bénin, également deuxième rapporteur de l'institution. Avec lui, on parle de cette récente décision de l'ARAC pour réguler les médias dans le cadre des élections communales et législatives. Nous discutons avec notre invité des détails de ces décisions et de leur impact sur le processus électoral. Comment l'ARAC compte-t-elle garantir l'équité et la transparence dans les médias pendant ces élections cruciales? Basile Kibozo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir. Je l'ai dit, conseiller également deuxième rapporteur à l'ARAC. Alors, pouvez-vous nous expliquer les principales décisions prises par l'ARAC pour réguler les médias pendant ces élections à venir? Merci beaucoup, Rachidat. Je crois que c'est de coutume et de tradition qu'à chaque période électorale, il y a des décisions qui est prise par l'ARAC de la pré-campagne pour réguler un peu les attitudes des médias. Alors, c'est encore la donne cette fois-ci où on a pris une décision pour réguler la période de pré-campagne qui va jusqu'au 26 décembre 2025 pour les élections couplées législatives et communales de janvier 2026. Oui. C'est une décision un peu qui régule un peu les attitudes des médias, ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. Ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas. Donc c'est un rappel voilà, dans la collecte, le traitement, la diffusion d'informations, afin que tout aille bien, pour qu'il ne soit pas dit que les médias sont à la base d'un basculement de notre démocratie, de notre pays. Vous verrouillez d'une certaine manière la pré-campagne pour qu'il n'y ait pas de dérives? Non, ce n'est pas un verrou. C'est un rappel de ce qui existe déjà, qui est déontologique, qui relève un peu de notre corporation, de notre métier. Ce sont, disons, les rappels de nos techniques d'information, de collecte d'informations, c'est ça qu'on a juste rappelé. Et ça a été une décision de 18 articles qui mettent l'accent sur ce que je dis, qui mettent l'accent sur, par exemple, les institutions de la République qui ont un accès, disons, plus ou moins limité en ce qui concerne les élections. Par exemple, la Sénat, la Cour constitutionnelle, autant que ces institutions veulent parler, je crois que les médias doivent donner la parole. D'accord. Il y a aussi à rappeler un peu que le traitement de l'information en ce qui concerne les émissions interactives doit être géré avec beaucoup plus de rigueur professionnelle. Faire attention aux commentaires, aux critiques, aux chroniques, aux billets. Confier certaines émissions à des journalistes d'un certain niveau. Il a aussi rappelé... Qui ont de l'expérience. Qui ont de l'expérience, absolument, pour gérer un peu le truc, pour faire attention. Il est aussi à rappeler que tout ce qui est enseigne, pancarte, etc., ne doit pas être diffusé en cette période-ci. Mais il est permis, par exemple, le reportage sur les activités politiques des partis. Par exemple... Et c'est surtout là que se trouve le piège aussi, Basile Kibozo. Évidemment. Ouais. Le glissement est très vite fait. Ouais. C'est pourquoi il faut être très, très, très regardant en ce qui concerne cette période-ci pour savoir et distinguer ce qu'on doit dire et ce qui ne relève pas de l'appel au vote. D'accord. D'accord. Donc, les articles 5 et 6 et 7 mettent l'accent sur cet aspect-là, à savoir que les organes de presse ont l'obligation, ont le loisir de couvrir les activités des partis politiques. Ça, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Les déclarations, ce n'est pas interdit. Les adhésions, ce n'est pas interdit. Les soutiens? Les soutiens, ce n'est pas interdit. D'accord. La vie politique, les formations politiques, par exemple, la formation des membres des partis politiques. La déclaration de candidature, ce n'est pas interdit. L'investiture des candidats n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est de dire tel est bon pour. D'accord. D'accord. Donc, ce faisant, on indique le choix, en fait. Le choix, c'est ça. Et c'est ça qu'il faut éviter. Les organes de presse doivent éviter cette approche-là. On peut faire du factuel sur l'activité des partis politiques, mais éviter d'aller à distinguer, par exemple, les appels à voter pour tel candidat, tel candidat. C'est ça qu'il faut éviter. L'autre chose, c'est la possibilité que le chef de l'État, un titre personnel, n'est pas concerné. Mais est-ce-qualité, en tant que président, est assez illimitée aux médias. Les institutions, la Sénat, par exemple, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, en ce qui concerne les législations, disons, communales, ont assez illimité aux médias. Il s'agit d'informer constamment des choses. Hier, on a vu une décision qui a été prise.
concernant les démocrates. On a vu les relais qui ont été faits. Oui. Voilà. Donc, il faut relayer les informations sans parti pris, sans diabolisation. Il ne s'agit pas de dire la Cour a cassé, la Cour a concassé, la Cour... Non. Ce n'est pas le rôle des médias. Les médias ont le rôle de dire oui, tel s'est passé, parce que l'initiative, enfin, c'est de promouvoir la paix. Il y a un dialogue entre le chef de l'État et le président Yahya Boni. C'est une bonne chose. Il faut mettre l'accent sur ça dans son aspect factuel et promouvoir dans les commentaires l'équilibre et la paix. Et non diaboliser cette faut pas susciter voilà, une certaine haine. Voilà. Donc c'est ça qu'on nous demande, par exemple. Éviter aussi, par exemple, d'aller au niveau des clivages sociolinguistiques, des clivages religieux, etc., etc. Non, je crois que c'est des choses qu'il faut éviter. Donc voilà globalement ce que dit la décision. Et je crois que la quintessence, c'est qu'on nous invite à faire attention à notre métier. Alors, Basile Chibozo, il y en a qui pensent que vous voulez, on va dire, vous voulez cantonner les médias dans un... vous voulez les pousser au silence, en réalité. Il y en a qui le pensent. Qu'est-ce que vous leur répondez? Non, je crois que c'est une vue d'esprit. Parce que fondamentalement, il s'agit d'aider à traverser la période tout doucement, du point de vue médiatique. Il s'agit pour les acteurs des médias, parce que c'est très vite arrivé. Tel que je le dis là, c'est très vite arrivé. On peut tout de suite, et puis n'oubliez pas le numérique, n'oubliez pas l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est des choses qui peuvent arriver, donc on doit faire attention, être plus professionnel, regardant par rapport à la corporation. Ce n'est que ça, ce n'est pas un confinement, ce n'est pas un isolement, ce n'est pas un bouclage, non, pas du tout. Loin s'en faut. Et vous avez vu un peu le bouillonnement au niveau des médias. Et puis il a aussi dit que ce sont les médias qui ont une existence légale, reconnue par la HAC, qui doivent faire l'objet, par exemple, des revues de presse. Ah oui. Voilà. D'accord. Et on est la revue de presse. C'est vrai qu'à ce niveau, il y a un travail incroyable que fait la HAC actuellement. Voilà. Pour assainir un peu... Voilà, exactement. Donc, pour les revues de presse, par exemple, seuls ont droit les médias qui ont essence légale. Et il ne faut pas relayer au niveau des revues les informations qui sont tendancieuses. D'où le professionnalisme de ceux qui font les revues de presse et la revue des unes. S'il y a une qui est tendancieuse et que vous balancez, ça risque de créer des problèmes. Donc, il faut à ce niveau faire le tri aussi, le choix d'une information responsable. Responsable. Oui. Parce qu'une information tendancieuse qui n'est pas vérifiée et qui est relayée par la revue de presse, par un journaliste, il tombe sous le coup de la loi. D'accord. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut voir un peu. Donc, ce n'est pas du tout un bâillonnement. L'un s'en faut. Vous savez que... Et puis ça, cette décision n'est pas d'aujourd'hui. De tout temps, la HAC, les HAC successives ont toujours pris la décision de pré-campagne et une décision de campagne après. Parce qu'après la pré-campagne, il y a la campagne. Et là, maintenant, on autorise tout ce qui est tapage, tout ce qui est campagne, tout ce qui est logo, tout ce qui est... Voilà, tout ça est permis. Sans oublier qu'on permet aussi le passage des partis politiques à la télé pour vanter un peu leur feu de société. Tout ça va venir après la décision de pré-campagne. Donc, bien. Nous allons passer d'abord cette période-ci doucement et aller maintenant dans le dur à partir de décembre, de janvier, tel que prévoit un peu le code électoral. Parce qu'après tout, la décision est basée aussi sur le code électoral et sur le code de l'information et de la communication. Voilà. Très bien. Alors, il y a quand même eu une innovation. Cette fois-ci, la HAC élargit désormais la portée de son contrôle au-delà des médias traditionnels. Oui, bien sûr, absolument. Oui, je crois que les médias aussi numériques sont régulés parce que la HAC régule tout. La HAC, dans son essence, dans son existence et dans ses missions, c'est de réguler aussi tout support de communication de masse. TikTok étant de masse, WhatsApp étant communication de masse, la HAC s'intéresse à ça. D'accord. Comme la HAC s'intéresse aussi au numérique et à l'intelligence artificielle. Dans tous les cas de figure, tout acteur qui travaille dans le code de l'information, ceux qui vont dans le code du numérique, doivent faire attention parce que, quand on est journaliste, le code qui nous concerne, c'est le code de l'information et de la communication. C'est notre bréviaire. C'est notre bréviaire, ça. Quand on n'est pas journaliste, on va sur le cyberespace, on ne gère pas le code de l'information, pas le code du numérique. Et là, c'est le procureur qui a la manœuvre et qui sévit.
Mais est-ce qu'on remarque généralement, actuellement avec, on va dire, l'évolution du numérique, il y a des panels politiques qui se tiennent sur TikTok et autres. Comment vous régulez ça? Comment vous contrôlez tout ça, Basile Chibozo? Non. Il se dit tellement de choses, parfois horribles. Hein? Oui, tout à fait. Non, fondamentalement, il s'agit de faire attention. Parce que le problème, c'est quoi? L'ARAC n'est pas là pour être le gendarme des médias. L'ARAC est un régulateur des médias. C'est pas l'arrache. C'est pas l'arrache, non, pas du tout. L'ARAC ne rage pas. L'ARAC régule et aide. Alors, pour ce que vous dites, pour les plateformes, les débats qui se font, aussi longtemps que ça ne déstabilise pas la nation, on peut laisser passer. Très bien. Parce qu'on va tout réguler et on n'autorise pas tous les médias. Aujourd'hui, nous avons seulement une centaine de médias en ligne qui seront bientôt validés. Or, il y a des quantités qui se passent. Le rôle de l'ARAC n'est pas de tout verrouiller, mais de faire attention pour que ceux qui basculent dans le négatif là, répondent. Parce que même si un média n'est pas régulé, l'ARAC laisse faire, jusqu'à ce que ce média-là dérive un jour et là, l'ARAC frappe. D'accord. En fait, c'est ça. Donc, il faut laisser un champ. Et ça, c'est ce que nous faisons. Voilà. L'ARAC régule, Basile Chibozo, mais il y a que l'ARAC aussi doit protéger les hommes de médias. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens? La première des choses à faire dans ce sens-là, c'est renforcer la capacité des médias. Et ça, je crois que c'est une série de formations qui seront déployées d'ici là dans le cadre des élections, pour rappeler un peu les règles en ce qui concerne les élections, pour rappeler le rôle du journaliste en période électorale, pour rappeler un certain nombre de choses que nous avons toujours fait. La protection, c'est aussi, vous savez, lorsque l'ARAC est saisi, l'ARAC protège beaucoup plus que le procureur qui est saisi. Donc la priorité, c'est de faire des publications qui amènent le plaignant à se rabattre sur l'ARAC que d'aller au niveau du procureur, au niveau de la cour. Mais tous ceux qui viennent comme plaignants à titre au niveau de l'ARAC sont toujours protégés. Le plaignant, on lui donne raison. Mais on met toujours le journaliste, le fautif et le plaignant ensemble, finalement, ils se comprennent. Donc l'ARAC joue ce rôle-là. Aussi longtemps que l'ARAC est saisi par un tiers, par rapport à une dérive dans le truc-là, le journaliste est toujours protégé parce qu'on appelle le journaliste à expliquer pourquoi il a fait. On lui fait de la pédagogie, il montre ces dérives. Finalement, on les met ensemble avec le plaignant et ça passe. Ce n'est pas le cas au niveau du tribunal. Donc le souhait, c'est que de plus en plus, l'ARAC soit saisie par les institutions en matière de déontologie et d'éthique. Mais pour ça aussi, il faut une certaine communication, il faut sensibiliser. Parce que là, Basile Chibozo, on a le sentiment, de plus en plus, il y a pas mal d'hommes des médias qui sont arrêtés, qui se retrouvent de l'autre côté de la geôle. D'où le sentiment aujourd'hui des hommes de médias que nous sommes finalement. Il y a comme une certaine peur, une certaine anxiété. On se dit finalement, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit plus dire? Il y a une certaine peur au sein des hommes des médias aujourd'hui, Basile Chibozo. Je suis d'accord avec vous, mais vous, Rachida, vous n'êtes pas inquiété, parce que vous êtes professionnel. Il faut être professionnel. Il faut être professionnel. Il faut être tatillon sur les règles déontologiques qui concernent notre métier. C'est tout. Lorsque vous avez une information que vous ne vérifiez pas, que vous balancez, la personne qui est ciblée doit réagir. Quand vous attaquez un peu les religions, il doit réagir. Quand vous attaquez un peu la vie privée, il doit réagir. Tout ça, là, c'est interdit. Mieux, quand on est journaliste et on travaille dans le cadre strict de son organe de presse ou de son site, il n'y a pas de problème. Mais quand vous êtes journaliste et que vous faites une chronique sur votre page Facebook, que vous êtes sur cyberespace, dans ce contexte-là, c'est le procureur qui s'occupe de vous, ce n'est pas la hack. Or, beaucoup de nos confrères... Il faut l'entendre et le comprendre. Oui, beaucoup de nos confrères font cette erreur-là aujourd'hui. La plupart de ceux qui sont interpellés non pas par le Dès que vous quittez le cadre de votre organe de presse, c'est fini. Et que vous faites une publication sur une plateforme. Une plateforme, c'est que vous répondez. Là, vous échappez, vous avez décidé de vous astreindre, de vous sortir du champ de la régulation qui vous concerne pour aller sur le cyberespace où il y a monsieur tout le monde. Un journaliste qui travaille ici à l'ORTB, à CRTB, qui fait une publication sur les plateformes de la CRTB, on ne peut être inquiété par le procureur. Non, c'est le code d'information de la communication. Or, le code prescrit la détention préventive. Mais lorsque le journaliste quitte, il prend son blog, ça passe sur Facebook, ou sur WhatsApp, ou TikTok, il fait une publication. Il échappe... Il échappe complètement à toute la protection que la loi lui confère dans le code d'information de la communication
et se met dans le cyberespace où le code du numérique intervient. Elle la donne. Du coup, le code numérique échappe même à la hack. Donc, il est obligé d'être pris en compte par le procureur, la criette, qui déclenche. Et c'est le cas de beaucoup de confrères. Mais que fait la hack pour aider ses confrères? Parce que, Basile Tibozo, la place d'un journaliste, il me semble, c'est pas en prison. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, vous savez, c'est deux choses différentes. Ouais. Dans ce contexte-là, la hack peut faire ce qu'elle peut, mais en lien avec les associations professionnelles. Lorsqu'un journaliste, par exemple, est inquiété, c'est le CNPA, c'est l'UPMB qui doit monter au créneau. Ce n'est pas la hack. Vous comprenez? Vous voyez un peu? D'accord. Oui, c'est les associations professionnelles qui doivent montrer. Et l'autre chose, c'est qu'il faut que les professionnels militent dans les associations. C'est très fondamental. Beaucoup ne militent pas. Mais on a l'impression, on a le sentiment aussi que ces associations professionnelles, il y a un silence peut-être coupable aussi du côté de ces associations professionnelles. Non, ils sont peut-être en dérèglement structurel. Mais je crois que ça va venir, ça va arriver. Parce qu'après tout, ce sont nos fêtiers, ce sont nos bréviaires, c'est fondamental. Et j'invite vraiment les acteurs des médias à tout faire pour que ces associations-là revivent, parce que c'est ça qui est notre rempart en ce qui concerne les dérives. Parce que quand il n'y a pas un syndicat qui protège les journalistes, c'est aussi ça. Aujourd'hui, c'est-à-dire que face à un journaliste qui est emprisonné, on ne voit plus les fêtiers réagir. Or, avant, c'était le lever de bouclier. Bien sûr. Souvenez-vous que dans ce pays, on a marché ici pour défendre les confrères. Il n'y en a plus aujourd'hui. Donc, c'est quelque part... Pourquoi, Basile Tibozo? Non, c'est parce que, quelque part, le leadership au niveau de ces associations-là pose un problème. En plus de ça, il y a ce que tout le monde sait, l'aide d'État à la presse qui, depuis 10 ans, n'existe plus. Or, l'aide d'État à la presse permet à ce qu'un certain nombre de... La main des médias, par exemple, qui les abrite, existe et qu'eux-mêmes fonctionnent sur les dispositions qu'on savait. Les formations, les recyclages, c'était dans le cadre de l'aide à la presse. Or, ces associations sont fortes aussi longtemps que l'aide leur permet d'être forte. L'aide ayant quitté, ils n'ont pas encore trouvé le mécanisme nécessaire pour déclencher par eux-mêmes d'autres projets personnels pour s'en sortir. C'est ça le problème qui se pose. Du coup, les bureaux successifs font des problèmes de cadrage. Mais je crois qu'il y a... Vous le dites ce matin, les fêtiers sont affaiblis. Non, ils ne sont pas affaiblis. Ils sont en dérèglement structurel. Ils vont s'y mettre. D'accord. Parce que, souvenez-vous, n'oubliez pas, nous avons mené un centre de campagne pour que l'aide de l'État revienne sous la forme de la réalité de la main des médias qu'aujourd'hui. Et c'est une vérité. Là, c'est l'occasion pour remercier sur l'État pour ça. N'oubliez pas qu'une dotation a été faite aussi aux fêtiers aujourd'hui pour prendre en charge les éléments de personnel et puis l'électricité et l'eau pour qui sont coupés depuis un bon moment. Des compteurs qui ont été enlevés. Aujourd'hui, l'aide permet de faire ça. Très bien. Ça, l'aide minimale. Maintenant, on attend la grande aide de 2026. On attend vraiment. Oui, vraiment. Qui pourra permettre de déclencher les grandes structures, les projets structurants de la corporation. Alors, Basile Tibozo, je ne saurais vous laisser partir sans vous poser cette question parce que au Bénin, aujourd'hui, est considéré comme professionnel des médias celui qui a la carte de presse. Absolument. Mais il n'y a qu'aujourd'hui, beaucoup de journalistes en font la demande sans suite. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Oui, à ce niveau-là, ça c'est une très bonne question. Oui. En vérité, c'est parce qu'en 2024, il y a des gens qui ont été prises, où certains qui sont demandeurs sont sur les décisions. Mais leurs cartes n'ont pas été imprimées. D'accord. Or, entre-temps, l'impression des cartes se fait par, disons, la hack. Mais la hack a décidé, pour des raisons de numérisation de la carte, aller avec l'ANIP pour que les cartes aient beaucoup plus de consistance. Mais il se fait que le contrat avec l'ANIP n'a pas totalement fonctionné à tel enseigne que certaines cartes n'ont pas été imprimées en 2024. Mais les décisions existent. Mais bientôt, à la 7e mandature, nous avons travaillé. Une décision bientôt va sortir. Déjà, vous savez que le comité d'accord de presse est installé il y a environ une semaine. Va regrouper les acteurs pour lancer ce processus-là. Ceux qui ont déjà leur carte, maintenant on a mis sur pied un système de gestion automatique de la carte de presse à la hack, qui va imprimer les cartes pour aller plus vite. Pour aller plus vite. Avec une signature du président de la hack
et non qu'aux scientifiques du ministère de la Communication, de la RAC, qui sont des éléments, des boulets de retard. Vous promettez donc que bientôt, oui, bien sûr, ça va être réglé. Déjà, la communauté est installée, le CNP a envoyé son représentant, l'UPMB son représentant, l'ODEM aussi, et vont travailler pour maintenant sortir les cas de nouvelle génération, en fait. Merci, Basile Thibozo. La RAC qui régule cette période de pré-campagne, il faut éviter de tomber sous le coup de la loi, sinon il y a des sanctions. Absolument. Rapidement, quelques mots sur les sanctions en cas... Non, je crois qu'en cas de dérive, je crois que la première des choses, c'est que la chaîne est mise en parenthèse. D'accord. L'organe est mis en parenthèse. Le journaliste est interpellé. C'est des sanctions, disons, disciplinaires, mais qui ne prennent pas en compte une sorte de... qui n'amènent pas à des frappes lourdes. C'est toujours le rappel à l'ordre, le rappel à la discipline, à l'éthique et à la déontologie. Donc voilà un peu. Maintenant, en cas de dérive grave, je crois que le procureur a la latitude de mettre un peu cet organe-là en situation d'extinction. Merci Basile Thibozo, merci d'avoir été là ce matin. Merci surtout de nous avoir donné ces éclaircissements sur les décisions de la RAC pour les communales et les législatives. Il est clair que la régulation des médias est cruciale, n'est-ce pas, pour garantir des élections transparentes et apaisées. Nous encourageons donc, j'ai envie de dire, on encourage tous les acteurs donc, politiques et médias aussi à travailler ensemble pour que ce cap-là, nous le passions en toute sérénité. Merci, Basile Thibozo. Merci. Excellente journée. À vous. Instant santé à présent. Heureuse Dalondé qui s'impatiente avec son invité. Allez, on y va tout de suite.